Ce jour-là, dès le matin, flottait dans l'air un élément nouveau qui chavirait les cœurs. Même l'El-Kenza, la Chouafa, personne austère si l'on fut, chantait un couplet à la mode. Je l'écoutais de notre fenêtre. Sa voix chevrotait un peu, mais les mots cœur, œil de gazelle, lèvres de rose parvenaient jusqu'à mes oreilles. Ces mots me rappelaient des objets neufs et précieux qui auraient sommeillé longtemps sous un matelas de poussière. Ils s'élevaient, libres dans le ciel blanc de l'été, secouant allègrement des ailes où s'attachaient encore de minuscules et persistantes toiles d'araignée. Longtemps, je répétais dans une sorte de béatitude, œil de gazelle, lèvres de rose. Je trouvais jolis ces mots qui, pour moi, n'avaient aucun sens. Je ne savais pas comment était fait un œil de gazelle, ni même une gazelle tout entière. Lèvres de rose évoquaient une image plus accessible à mon imagination. D'ailleurs, je finis vite par admettre qu'une chanson n'avait pas besoin d'avoir un sens. Je me permis de composer plus tard des chansons. Cela ne me paraissait pas difficile. Le vocabulaire m'en était déjà familier. Je parlerai de la nuit, de front couleur de lune, de dents pareilles à des perles enfilées sur un brin de soie, de lèvres de rose ou de corail. Il était toujours question aussi d'un nom de femme. Lequel choisirais-je? Je cherchais un long moment. Aïcha se concrétisait vite en une femme grosse et babillarde. Aïcha, l'amie de ma mère. Rahma habitait avec nous. Son prénom ne pouvait m'inspirer. Zoubida, c'est ma mère. Il n'était peut-être pas très correct de mettre le nom de sa propre mère dans une chanson. Zineb me faisait trop de misère. Fatma, je la voyais de ma place pétrir son pain au milieu de sa chambre. Personne ne peut chanter le nom d'une femme qui, à genoux, à même le sol, pétrit la pâte dans un plat de poterie. Peut-être choisirais-je Zohor ou Khadija, plutôt Zohor. Deux souvenirs, doux souvenirs. Visage fardé, bouche souriante, mes joues s'enflamment au souvenir de la caresse de ta main. Zohor, qui en savait si long sur le mariage de la fille du coiffeur Si Abdrahman, occupait encore mon esprit. Je lui avais ménagé dans mon être un nid douillet. Rahma entama à son tour une cantilène. Sur un air mélancolique, elle appela tous les saints à son secours. Elle se plaignit de sa maigreur et de ses insomnies. Point maigre du tout, elle ronflait, au dire de sa fille, à faire trembler les bols de faïence sur leur étagère. Je ne compris pas la suite du poème consacré aux yeux, et je ne sais quel jouvenceau, des yeux pareils à des étoiles surmontées de sourcils comme des sabres recourbés. Kenza, la Chouafa, et Rahma, la femme du fabricant de charrues, avaient donné le ton. Fatma Bziouia suivit leur exemple. Ma mère, timidement, puis d'une voix de plus en plus ferme, remplit la maison de ses roucoulements. Je décidai d'apporter ma modeste contribution à ce concert. Pour y participer, on n'était contraint à aucune règle, on ne devait remplir aucune condition spéciale. Chacun se laissait simplement aller à son inspiration. Mon répertoire se réduisit à 2 mots. Ô nuit, ô lune. Je me lançai. Ô nuit, ô lune. Si le poème pouvait paraître maigre, je jure par le Tout-Puissant que les combinaisons musicales qu'il m'inspira mériteraient de rester gravées dans les mémoires. Toutefois, un cerveau humain aurait eu une peine infinie à enregistrer la somme des variations, des fantaisies audacieuses, des rythmes imprévus que, dans ce moment de liberté totale, enfanta mon délire lyrique.
Au milieu de cette ivresse éclata, comme le tonnerre par un beau soleil d'avril, un coup de marteau à la porte d'entrée. Un silence de mort obscurcit la maison. Au deuxième coup, Rahma cria « Qui est là ?» Une voix fragile d'enfant miaula une phrase incompréhensible. Le sang déserta mes joues. Je me penchai à la fenêtre. Tante Kenza invita l'enfant à pénétrer dans le patio. Après 2 minutes d'attente intolérable, parut la silhouette souffreteuse d'un petit garçon d'une dizaine d'années. Je le reconnus. C'était Allel Yaqoubi, un élève de notre école coranique. Pris de panique, je me précipitai derrière le lit, cherchant une cachette. Mes membres tremblaient, mes dents claquaient dans ma bouche. Le froid s'insinuait dans ma poitrine, s'y établissait pour jamais. Ma mère parlait, elle disait « Il va mieux. Tu remercieras le fqih de t'avoir envoyé prendre de ses nouvelles. Tu lui diras qu'il n'est pas encore assez bien portant pour retourner au Msid. Va, mon fils, qu'Allah t'ouvre les portes de la connaissance. » La maison se replongea dans un silence épais. Ma mère appela « Sidi Mohammed, Ya Si Mohammed, où es-tu » Je ne répondis pas. Elle s'énerva. « Où es-tu, fils de chien? Ne peux-tu plus répondre ?» Incapable d'ouvrir la bouche, j'opposai à ces insultes un mutisme offensant. Elle se lamenta, prit à témoin de son infortune le ciel, la maison, la noble communauté islamique. Malheur, malheur, être abandonné de son mari et vivre avec un fils affublé d'une tête de mule est un si triste sort qu'on n'oserait pas le souhaiter à son ennemi, fût-il un juif ou un nazaréen. Dieu, écoute mes pleurs, exauce mes prières. La porte du ciel devait être grande ouverte. Zineb, parti faire une commission, revint tout essoufflé. Tout le monde l'entendit crier de la ruelle. « Mère Zoubida, je t'apporte une bonne nouvelle, une bonne nouvelle !» Une bonne nouvelle? Ma mère s'arrêta de vitupérer contre moi. Zineb, suffoquée par l'émotion, se planta au milieu du patio, tenta sans y parvenir d'expliquer ce dont il s'agissait. Personne ne comprit le motif de son excitation. Les femmes avaient abandonné leur ouvrage. Elles regardaient qui par une lucarne, qui par une fenêtre. Zineb gesticulait au milieu de la cour. Je quittai ma cachette. Zineb s'immobilisa épuisée. Toutes les femmes se mirent à l'interroger. Elle releva la tête en direction de notre chambre et parvint à dire enfin « J'ai vu dans la rue le Malem Abslam. » Un silence incrédule accueillit cette déclaration. Rahma le rompit. « Que racontes-tu, petite menteuse? J'ai vu Abslam, non loin du marchand de farine, près de la mosquée du Bigaradier. Il tient 2 poulets à la main. Je l'ai laissé en train de bavarder avec un campagnard qui a une figure longue comme une gargoulette. » Kenza de sa chambre dit « Si ce que raconte Zineb est vrai, nous en sommes toutes très heureuses et nous souhaitons au Malem Abslam bon retour. » Ma mère ne disait rien. Elle me rejoignit dans notre chambre et restait au milieu de la pièce, les bras ballants. Elle avait quitté la terre. Elle nageait dans la joie au point de perdre l'usage de sa langue. Je me précipitai vers l'escalier. Je ne savais pas au juste où je me dirigeais. J'avais parcouru une dizaine de marches lorsque la voix de mon père monta du rez-de-chaussée. « N'y a-t-il personne? Puis-je passer ?» Le timbre n'en avait pas changé. « Passe, Malem Abslam, aujourd'hui est un jour béni, Dieu t'a rendu au tien, qu'il en soit loué, » répondit Kenza la voyante.
Dieu te comble de ses bénédictions, dit mon père. Je rebroussai chemin. Je voulais le voir. Je voulais le voir entrer dans la chambre. L'escalier me paraissait un lieu sombre. Il n'était nullement indiqué pour recevoir mon père au retour d'un aussi long voyage. Ma mère n'avait pas bougé. Elle me parut un peu souffrante. Moi-même, je ne me sentais plus très bien. Mon front se couvrit de gouttelettes froides et mes mains tremblaient légèrement. Le pas pesant de mon père résonnait toujours dans l'escalier. Une ombre obscurcit la porte de notre chambre. Mon père entra. « Le salut sur vous. »« Sur toi le salut, » murmura ma mère. « As-tu fait bon voyage ?»« Louange à Dieu. Je n'ai eu aucun ennui, mais je suis un peu fatigué. Sidi Mohammed, viens que je te regarde de plus près. » Je m'approchai de mon père. Il se débarrassa des 2 poulets. Il les posa à même le sol. Ils avaient les pattes liées par un brin de palmier. Ils se mirent à battre des ailes, à pousser des gloussements de terreur. Mon père m'intimidait. Je le trouvais changé. Son visage avait pris une couleur de terre cuite qui me déconcertait. Sa djellaba sentait la terre, la sueur et le crottin. Lorsqu'il passa ses mains sous mes aisselles et me souleva à la hauteur de son turban, je repris entièrement confiance et j'éclatai de rire. Ma mère sortit de sa torpeur. Elle rit comme une petite fille, s'empara des poulets pour les emporter à la cuisine, revint aider mon père à vider son capuchon qui contenait des œufs, sortit d'un sac de doum un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Prise d'une fièvre d'activité, elle rangeait nos richesses, soufflait sur le feu, allait, venait d'un pas pressé, sans s'arrêter de parler, de poser des questions, de me gourmander gentiment. Installé sur les genoux de mon père, je lui racontai les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. Je les racontai à ma façon, sans ordre, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits qui rend les récits des grandes personnes dépourvus de saveur et de poésie. Je sautais d'une scène à une autre, je déformais les détails, j'en inventais au besoin. À chaque instant, ma mère essayait de rectifier ce que j'avançais, mon père la priait de nous laisser en paix. Les voisines faisaient à haute voix des vœux pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Des youyous éclatèrent sur la terrasse. Des femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'elles prenaient à notre joie. Ma mère ne cessait de remercier les unes et les autres. Driss Laoued arriva de son atelier. Sa femme le mit au courant du retour de mon père. Il appela « Malem Abslam, nous sommes très heureux de te voir de retour parmi les tiens. »« Monte un instant, Driss. » Driss, le fabricant de charrues, avait le même âge que mon père. Tous les deux frisaient la quarantaine. Ils se connaissaient depuis longtemps et s'estimaient beaucoup. Driss Laoued monta chez nous. Les 2 hommes, après les salutations d'usage, discutèrent familièrement. Ils parlèrent de la qualité des récoltes, des prix des denrées, des amis communs. Driss dit à mon père « Tu viens d'arriver et peut-être même les gens de ta maison ne le savent-ils pas encore. Le divorce entre Moulay El Harbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant notaire. » Louange à Dieu.
Moulay Larbi va pouvoir enfin retrouver la tranquillité de l'âme, la paix des hommes bénis. Je savais que la folie de Moulay Larbi serait passagère. N'est-ce pas folie de vouloir conduire plusieurs attelages à la fois? Il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme, de vivre en harmonie avec les enfants de sa chair. Moulay Larbi a goûté aux fruits amers de l'expérience. Le voici de nouveau parmi les hommes normaux. Il convient d'en louer le Seigneur. Ma mère m'appela à voix basse. « Sidi Mohammed, viens chercher le plateau. » J'allai la retrouver à la cuisine. Le plateau pesait lourd à mes bras d'enfant. Je m'acquittai de cette fonction avec un certain orgueil. Mon père versa le thé. La conversation des deux hommes reprit. Elle se transforma peu à peu en ronronnement. La fatigue envahit mes membres. Je me sentis triste et seul. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Je tirai de dessous le lit ma boîte à merveilles. Je l'ouvris religieusement. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient.